C'est sans doute l'une des régions les plus méconnues d'Europe, la Skipéria, plus souvent appelée Albanie. Un pays isolé du monde pendant des décennies et où les préjugés sont largement mis à mal par la réalité. L'Albanie est pauvre, mais aussi très riche. Les massifs montagneux y sont abondants, les paysages diversifiés. Ses chaleureux habitants cultivent un style de vie méditerranéen. Visiter l'Albanie, c'est être prêt à se laisser surprendre. L'Albanie est située à la lisière occidentale de la péninsule des Balkans, à 2 heures de vol à peine de la France. Et pourtant, peu de gens s'aventurent dans ce pays. La première partie de notre voyage nous entraîne dans le nord, dans les Alpes albanaises, plus connues sous le nom de Mont Maudit. Un paysage formé par des glaciers, non loin de la frontière avec le Monténégro. Les monts Maudits sont considérés comme la contrée la plus pauvre du pays. Beaucoup de ses habitants sont partis au cours des 20 dernières années. Le village de Theth ne compte plus que 80 habitants. Il n'y a plus ni médecin, ni lycée, ni boulangerie, ni même une épicerie. Malgré tout, la famille de Francesc Arusha a décidé de rester. En été, l'auberge familiale accueille des randonneurs. Avec l'agriculture, c'est le seul moyen de gagner un peu d'argent. Francesc a 15 ans. Il s'occupe du bétail. Chaque matin, il emmène les bêtes jusqu'au pâturage non loin de là. Les animaux connaissent le chemin par cœur et s'arrêtent en général pour boire au bord du Chala. Ce torrent de montagne garde toute sa vigueur, même en été. Le village est entouré de montagnes, culminant à 2000 mètres. En hiver, les villageois sont coupés du monde. Francesc n'a plus beaucoup de temps pour décider s'il ira ou non au lycée à Shkodër, la grande ville la plus proche. C'est très beau ici. Dès qu'on se réveille, le matin, on voit les montagnes. Pour aller au lycée de Shkodër, je serai obligé de partir, de vivre loin de ma famille. Et si je reste à l'école de la région, j'ai 4 heures de marche pour faire l'aller-retour. C'est beaucoup par temps de neige, donc je ne sais pas encore. Je verrai avec ma famille si je pars ou si je reste ici. Le village est situé en plein cœur du parc national de Theth, un parc créé dès 1966 sous le régime communiste d'Enver Hoxha. Francesc n'a pas connu le communisme. Mais plus de 40 ans de dictature ont durablement marqué le pays et les hommes.
que ce soit ici, dans le nord de l'Albanie, ou tout au sud du territoire. Il faut traverser les monts maudits vers l'ouest, parcourir de hauts plateaux, longer des torrents aux eaux cristallines et de vertes vallées pour rejoindre Valbona. Près de la frontière avec le Kosovo et le Monténégro, les vestiges de la dictature communiste se font omniprésents. Des milliers de bunkers sont disséminés dans le paysage. Jadis très surveillée, la région frontalière avec l'ancienne Yougoslavie est aujourd'hui fort appréciée par les amateurs de nature. Le tourisme ne s'est développé que tardivement en Albanie, car le régime communiste avait longtemps interdit son accès aux étrangers. Depuis quelques années, l'écotourisme est devenu un facteur de développement économique très important à Valbona. Plusieurs hôtels ont été construits pour accueillir sportifs de l'extrême et autres voyageurs. Un de ces établissements appartient à Catherine Bone, qui est américaine, et son mari Alfred, un Albanais. Il y a 7 ans, je vivais encore à Brooklyn, à New York, où j'avais une librairie. J'avais accumulé pas mal de miles en avion. Et un ami m'a fait remarquer que je n'étais pas partie en vacances depuis des années. Je me suis souvenu qu'enfant, j'avais vu l'Albanie depuis un bateau. Alors j'ai dit, oui, je vais faire un voyage. Il m'a demandé où ça? En Albanie. Il a dit quoi? Mais dès l'instant où je suis arrivée ici, j'ai trouvé ça super. La nature, les gens. Il y a tant d'opportunités, tant de choses à faire, tant d'autres qui attendent d'être faites. Cette pression est d'ailleurs très excitante certains jours. Mais à d'autres moments, elle me fait peur. En tout cas, c'est un bon endroit où vivre. J'ai l'impression d'être utile ici. Alexander Trache, spécialiste de la faune sauvage, rend visite à Catherine. Dans les montagnes, il a fait des photos et des vidéos d'animaux capturés en toute illégalité. Ce genre de choses n'arrive nulle part ailleurs en Europe. On est certainement le seul pays du continent où on peut encore voir ça. Bien que ce soit interdit, des animaux en voie de disparition comme cet ours brun sont parfois gardés en captivité par des restaurateurs pour amuser la clientèle. Le braconnage est un autre grand problème. Même le lynx des Balkans, une espèce au bord de l'extinction, est visible sur ces vidéos. La mère de cet ours a été abattue. Et cela aura des conséquences sur les générations futures. Bien sûr, les animaux en captivité vivent dans des conditions déplorables, mais ce qui est tout aussi grave, c'est que la mère soit morte. Quand ils tuent une mère, ils ne font pas que supprimer une femelle. Ils éliminent aussi tous les petits qu'elle aurait pu avoir. Personne ne sait vraiment combien d'ours, de loups, de lynx vivent encore à l'état sauvage en Albanie. Alex Trache, qui travaille pour la plus grande association de protection de la nature du pays, a beaucoup appris sur le comportement de ces mammifères menacés et sur leur territoire. Catherine et son mari soutiennent Alex depuis des années et installent des pièges photos dans les forêts des environs. La dernière fois, c'était il y a 2 semaines. On avait installé une caméra sur un chemin plus haut. Et comme je ne savais plus si on l'avait récupérée ou pas, je voulais vérifier. Et tout à coup, j'ai croisé un ourson suivi de sa mère. Ils allaient simplement traverser le chemin et disparaître. Mais j'ai fait la chose la plus stupide qui soit. Pourtant, je devrais le savoir.
J'ai appelé Alfred à l'aide. Et du coup, la femelle m'a vue. C'était une jeune mère qui venait probablement de quitter pour la première fois sa caverne avec son bébé. L'ourson était tout petit, à peu près comme ça. Et la mère n'avait que cette taille. Mais elle s'est ruée vers moi. Je me suis jetée à terre, comme on est censé le faire dans ces cas-là. Elle m'a griffé le bras, m'a giflé, puis elle a fait demi-tour et elle a déguerpi. Catherine a eu de la chance que l'ours se soit contenté de la mettre en garde. La rencontre aurait pu se terminer de façon tragique. La vallée de Valbona a été classée parc national en 1996. Mais comme trop souvent, ces zones naturelles ne sont protégées que sur le papier. De nombreux habitants continuent de braconner, d'allumer des feux ou d'aller à la chasse. Grâce aux pièges photos, Alex espère en apprendre davantage sur les populations et le comportement des grands mammifères. Quant à Catherine, elle tente elle aussi de protéger le parc naturel. Et sa rencontre périlleuse avec un ours n'a rien changé à ses convictions, bien au contraire. On est tous plutôt excités en ce moment. Cette histoire a provoqué un vrai déclic chez nous. Ça fait des années qu'on essaie de faire plus en matière de protection de la nature. C'est super de travailler avec cette association de préservation de l'environnement, car quand ils viennent ici, on peut vraiment faire du bon boulot. Sinon, on a moins le temps, il y a le quotidien à gérer, l'hôtel. Mais l'incident avec l'ours nous a montré qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons apprendre à connaître ces animaux, savoir où ils vivent et ce qu'ils font. Ça fait des siècles que les gens d'ici cohabitent avec eux. Nous devons profiter de leur savoir, et aussi des programmes de protection des ours qui existent en Europe. Ainsi, nous en apprendrons plus sur les animaux. Ce sera bénéfique pour le tourisme, mais surtout, cela contribuera à mieux protéger la nature. Plus au sud, la rivière Valbona rejoint le Drin. Avec ses nombreux lacs de retenue, le Drin est comme une voie naturelle qui relie entre eux les habitants des vallées montagneuses isolées. Le plus beau de ces lacs de barrage est le Koman. Et c'est grâce à cet homme que le lac attire de nombreux touristes. Mario Mola permet aux habitants de la région de rejoindre les zones accidentées autour du lac. Il transporte des animaux, des denrées alimentaires et aussi des touristes. Depuis qu'il est tout petit, Mario se sent intimement lié au lac de Koman. Mon père a été le premier à lancer le transport sur le lac. C'était avec de toutes petites embarcations au moteur peu puissant. Les bateaux avaient 10 ou 20 places et ils transportaient les villageois de Shkoder jusqu'au barrage. Des gens du coin avec leurs outils, des produits alimentaires et aussi du bétail parfois. Mon frère et moi avons toujours partagé la même passion pour les bateaux et le lac. Mais c'était également notre seul moyen de subsistance. Peu à peu, il y a 8 ans, on a assisté à l'arrivée du tourisme. Quand le père de Mario est décédé l'an passé dans un accident de voiture, Mario est devenu le chef de famille, un rôle qu'il prend très au sérieux. En fait, nous avons une tradition ici appelée testament du pays. Nous devons défendre notre pays, l'aimer et prendre soin de lui. C'est un diktat inébranlable. Il nous a été transmis par nos grands-parents et nos ancêtres. Et c'est par amour que nous continuons à le suivre.
La maison de sa famille est située au bord du lac. La sœur et la mère de Mario veillent à l'accueil des touristes. Dans le nord de l'Albanie, la répartition des rôles est clairement définie. Les femmes restent à la maison et s'occupent de la famille et des enfants. Ici, on ne plaisante pas avec l'hospitalité. Elle est d'ailleurs dictée par une loi coutumière, le Kanun, un ensemble de règles connues au-delà des frontières et qui, depuis le Moyen Âge, règle la vie des habitants des montagnes du nord de l'Albanie. Le Kanun est toujours appliqué. Des valeurs comme l'honneur et le respect, mais aussi les crimes de sang et le pardon tiennent une place importante dans la région, tout comme l'hospitalité. Peu de gens vivent dans ces régions isolées de tout. La vie y est rude et les habitants sont pauvres. La fête du pardon a lieu en juillet. Les familles se retrouvent le soir et restent ensemble jusque tard dans la nuit. D'après le Kanun, c'est au cours de ces moments-là que les familles règlent leurs conflits, leurs vieilles rancunes et prononcent des paroles de pardon. Philippe Martini est le doyen du Conseil des Anciens. Il nous explique l'importance du Kanun. Quand il y a un différend, les hommes se réunissent et prennent des décisions en suivant les règles du Kanun. S'il y a un vol, ils interviennent et jugent. En cas de meurtre, les hommes déterminent si le pardon est possible ou pas. Le Kanun est en conflit avec les lois de l'État. Ils sont très différents. Avec le Kanun, je peux tuer et demander le pardon. Avec la loi officielle, si j'ai tué, je dois être condamné. D'après le Kanun, les femmes sont inférieures aux hommes. Il en a toujours été ainsi. Mais le Kanun interdit toute violence à l'encontre des femmes. La famille Martini va veiller tard dans la nuit en buvant du raki et célébrer la fête du pardon. Notre voyage se poursuit vers le nord-ouest. Le long de la côte adriatique, à proximité du Monténégro, un paysage insolite s'offre à nous. Les eaux du fleuve Buna, le deuxième plus grand fleuve à se jeter dans l'Adriatique, rejoignent celles du Drin pour charrier d'énormes quantités d'eau et de sédiments jusqu'à la mer. Le sable et les éboulis qui se déposent dans l'embouchure ont fini par former une vaste plaine alluviale, le delta du Buna.
Avec ses 30 km de plages de sable et ses nombreuses lagunes, le delta est un paradis pour les poissons et les oiseaux. Mais les trésors naturels du delta et du lac de Shkodër, non loin de là, sont menacés par les constructions illégales, la chasse aux oiseaux et les projets de barrages. La ville de Shkodër est située au sud du lac. Avec ses 140 000 habitants, c'est la plus grande ville du nord du pays. Sa population est essentiellement catholique, alors que la majorité des Albanais sont musulmans. Ici, il n'est pas rare qu'un musulman épouse une chrétienne ou inversement. L'adage populaire qui dit que la religion des Albanais, c'est l'Albanie, est toujours d'actualité. Nous quittons Shkodër et le lac. Le voyage se poursuit vers le sud. En train. C'est l'une des rares lignes de chemin de fer encore en activité dans le pays. La liaison entre Shkodër et Tirana a été ouverte en 1982. Cela fait 34 ans qu'Aferdita Djipali travaille pour les chemins de fer albanais. Depuis la fin du communisme, peu de choses ont changé pour elle. Le train de Tirana atteint péniblement 30 km/h. Les rails sont vieux et la compagnie ferroviaire fait le minimum, se contentant de s'assurer que le train peut toujours rouler. J'ai toujours aimé ce travail, car c'est un travail honnête. Je suis en contact avec les gens, et pour moi c'est important cette relation avec le public. On communique. Je rencontre toujours de nouvelles personnes, et ça me plaît. Travailler pour la communauté, c'est ce qu'il y a de mieux. Servir la collectivité, j'ai toujours aimé ça. Il n'existe plus que 3 lignes en activité dans le pays. Il faut dire que les Albanais préfèrent la voiture. Pour aller d'une ville à l'autre, la voiture est bien sûr plus rapide. Les trains roulent très lentement ici. Ce sont les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens qui prennent le chemin de fer. Le billet ne coûte pas cher.
Par exemple, jusqu'à Durrës, ça coûte 160 lek. Ça fait environ 1,20 €. Après avoir parcouru 40 km en 2 heures et demie, nous descendons à Lecce, au nord de Tirana. Les habitants de la région cultivent des fruits et des légumes ou élèvent quelques bêtes. La petite ville est située dans la zone la plus étroite de la bordure côtière. Comme la région a peu de travail à leur offrir, la plupart des jeunes sont partis vers les grandes villes. Ne restent que les anciens. Tonine Colecci élève des chèvres. Chaque jour, il attelle son âne à sa carriole et transporte son lait jusqu'à un lieu très particulier. Le Shade of the Fairies, l'ombre des elfes, le restaurant d'Altin Prengas. Altin et son frère cadet ont succédé à leurs parents il y a 5 ans. Altin n'utilise que des produits locaux. Les petits producteurs du coin livrent chaque jour fruits, légumes, céréales, viande et lait. Le restaurant est situé juste devant l'ancienne ferme de ses parents. Altin l'a rénové et agrandi il y a quelques années pour accueillir la clientèle et les touristes de passage. Ces derniers viennent parfois de loin pour se régaler à l'ombre des elfes. Même le Premier ministre albanais est venu jusque-là. Altin, considéré comme un des meilleurs chefs du pays, a réuni autour de lui une équipe fidèle qui travaille à ses côtés depuis l'ouverture du restaurant. Nous avons ouvert le premier restaurant slow food en Albanie. Cela fait 5 ans maintenant. Le slow food est un concept inconnu des Albanais. Notre idée est de faire une cuisine traditionnelle revisitée. L'important est que tous les produits proviennent de la région et soient de saison. De cette façon, nous mettons en valeur le travail de nos agriculteurs. La cuisine albanaise a subi 2 tsunamis. Les invasions apportent généralement un enrichissement de la culture culinaire, tandis que la dictature, on ne peut l'appeler qu'ainsi,
a été un vrai désastre pour notre cuisine traditionnelle. Elle a affecté beaucoup de nos particularités régionales. Notre peuple a toujours échangé avec les pays de l'Est et de l'Ouest, avec l'Italie, l'Allemagne, la Turquie. Et cette interactivité nous a donné une spécificité. Mais la dictature est passée par là, en détruisant tout, en freinant la libre initiative, en privant les agriculteurs de leurs terres. Il était même interdit de fêter Noël ou le Ramadan. L'arrivée de la démocratie a été pire encore. Elle nous a apporté le consumérisme. Nos goûts particuliers ont été délaissés au profit de ce qui arrivait de l'étranger. Aujourd'hui, en Albanie, on trouve plus de restaurants internationaux que de restaurants traditionnels. Altin et sa famille sont en avance sur leur temps, car en Albanie, le développement durable, tout comme le retour aux traditions culinaires, ne sont guère en vogue. Tout en respectant les traditions, Altin est résolument tournée vers l'avenir, un futur pourtant incertain. De l'Essai, nous prenons la route de Tirana jusqu'à Marikay, à 20 km à peine de la capitale. C'est ici que se trouve l'exploitation de Haider Küçü, agriculteur et vigneron. C'est une exploitation familiale, ce qui n'a rien d'évident dans un pays comme l'Albanie. Je suis né ici, dans le village de Marikay. Nous avons travaillé pour la coopérative de l'État jusqu'en 1990. J'ai fait des études d'agronomie et à l'époque, je travaillais comme agronome. Après 1991, suite au renversement du système communiste et à la restitution des terres, j'ai eu la possibilité de m'occuper de ma propre exploitation. Je possède environ 1,5 hectare de vignobles. Les vignes plantées sur cette colline, ici. Et je produis du vin. Je le commercialise en partie et le reste, je le garde pour un usage personnel. Haider peut compter sur l'aide de son fils Skelekim et de sa mère Djemalieu, qui vivent également sur l'exploitation. Les 3 autres fils de Djemalieu ont émigré en Italie. Haider est le seul à être demeuré en Albanie à la chute du communisme. Il s'est battu pendant 17 ans pour obtenir la restitution de la ferme familiale. Il y a 7 bunkers sur l'exploitation. Des vestiges d'une époque révolue qui appartiennent officiellement à l'État albanais. Mais Haider a le droit de les utiliser. Un des bunkers abrite les cuves que Haider et son frère ont achetées d'occasion en Italie il y a 10 ans. Comme vous le voyez, la fermentation, la fabrication et le stockage se font ici, dans ce bunker. Ces endroits conviennent bien à la production de vin, parce qu'ils sont frais durant l'été et chauds en hiver.
La température y est presque constante en toute saison. Quand c'était encore une zone militaire, il servait de dépôt d'armement. Mais après la chute du communisme, tout a été démantelé. Armes et munitions ont été déplacées. Maintenant, ils sont vides et je les utilise pour entreposer mon vin. Voilà toute l'histoire de ces bunkers. L'exploitation de Haider est située à moins d'une demi-heure de Tirana, la capitale. La ville compte plus de 400 000 habitants. Elle est le centre culturel, politique et économique du pays. Ces bâtiments délabrés témoignent du passé communiste de l'Albanie. Ils ont été repeints avec des couleurs vives, comme beaucoup de façades de la capitale. L'idée en revient à l'ancien maire de la ville, Edi Rama, qui est aussi artiste. Un sentiment de décadence et de renouveau est omniprésent dans la ville. Elle est pourtant toute jeune. Tirana n'est devenue capitale du pays qu'en 1920, avant d'abriter 2 décennies plus tard le siège du Parti communiste et son leader, Enver Hoxha. Les longues années sous le joug de ce régime ont marqué la ville et les esprits. À 15 ans déjà, Deshira Maya était obligée de tisser des tapis, comme 2000 autres jeunes filles. Depuis 40 ans, c'est grâce à son métier à tisser qu'elle nourrit sa famille. Un grand tapis lui demande 20 jours de travail. Pendant le régime communiste, ce travail était imposé aux jeunes filles. Nous ne pouvions pas aller à l'école. Nous devions travailler pour un salaire de misère. Les parents étaient obligés d'envoyer leurs filles à l'usine. Et les tapis étaient tous destinés à l'export. Les temps ont changé, mais ne sont pas plus faciles. Deshira n'arrive plus à trouver assez d'ouvrières compétentes. Du coup, elle est obligée de travailler 12 à 16 heures tous les jours de la semaine. Je suis très contente de la fin du communisme. C'était une dictature pour les familles albanaises. Je suis heureuse pour mes enfants, parce qu'ils peuvent étudier. Apprendre un métier, c'est bien, mais étudier, c'est encore mieux. Je suis très satisfaite de ce qu'on vit aujourd'hui. À l'époque communiste, les femmes comme Deshira n'auraient jamais pu faire de longues études. Aujourd'hui, en Albanie, les filles sont plus nombreuses à s'instruire que les garçons. Même si les façades des cours intérieures laissent penser le contraire, l'Albanie est un pays jeune. Une population créative, affranchie des conventions et branchée, a investi les vieux bâtiments communistes. Beaucoup de ces jeunes ont vécu à l'étranger avant de revenir à Tirana.
C'est le cas de Fioralba Kriemadi. La jeune femme étudie la photographie et est aussi actrice. Depuis quelques jours, Fioralba sillonne la ville. Elle aime particulièrement les contrastes qui font la particularité de sa ville natale. Il s'en dégage une énergie particulière qui, selon elle, n'existe qu'à Tirana. Elle a rendez-vous dans la vieille ville avec son amie Maya, qui lui servira de modèle aujourd'hui. Le long des trottoirs étroits s'étalent des vélos, des tapis et des meubles à vendre. À Tirana, quand les échoppes sont trop petites, les commerçants exposent leurs produits dans la rue. Ce canapé convient parfaitement à la photographe. Tirana est une ville très créative. Partout, dans tous les coins, on croise les choses les plus extrêmes. Des bâtiments modernes qui cohabitent avec ceux de l'époque du communisme, des gens qui roulent en voiture et d'autres à vélo, certains qui n'ont rien à manger et d'autres extrêmement riches. On voit de tout. Et cela nous aide à être inventifs. La ville nous inspire. Trouver des petits boulots n'est pas trop le problème. Le plus difficile, c'est de décrocher un emploi qui permette d'en vivre. Les femmes ont plus de mal, en partie à cause de la mentalité. Mais désormais, il faut aller de l'avant, trouver des opportunités. Rien ne nous sera offert. L'avenir de l'Albanie est entre les mains des jeunes de la génération de Fioralba.